Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Encore une fois, ça va matin. Donc, ce matin, nous allons terminer notre sujet sur la dopamine numérique. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois, c'est pas très grave dans le sens que vous n'avez pas manqué des choses ou vous ne serez pas perdu dans ce qu'on parle. Souvent, on fait juste apprendre davantage. Donc, vous avez juste manqué des informations, mais vous n'allez pas manquer le fil de la discussion. C'est très important. Puis aujourd'hui, on va parler de notre meilleur ami et notre pire ennemi à la fois. C'est notre cellulaire. C'est à la fois notre ami, mais à la fois notre ennemi. Et aujourd'hui, on va voir davantage pourquoi il est à la fois notre ami et notre ennemi. Et vous allez voir, pour ceux qui étaient là dans les dernières fois, on a déjà vu beaucoup d'informations qui prouvent ces choses. Et aujourd'hui, on va continuer à en voir. On va s'arrêter sur cette dernière partie-là. On aurait pu continuer puisqu'il y a encore des dizaines et des dizaines d'informations, des preuves scientifiques. On aurait pu discuter encore beaucoup sur ce sujet-là, mais on va y mettre fin pour que vous puissiez au moins avoir les preuves nécessaires, scientifiques, mais aussi, on a vu plusieurs versets bibliques importants avec ce qu'on a parlé dans ce sujet, auquel on a parlé des réseaux sociaux, l'utilisation des écrans à nos enfants. On a posé plusieurs fondements et problématiques et répercussions sur notre cerveau en tant qu'être humain et sur les répercussions sur la jeunesse, l'éducation, mais aussi les sentiments, les émotions, en fait, les contextes sociaux qui existent entre les hommes et les femmes, mais entre même la société en général, qui sont affectés par le développement des grandes technologies que nous connaissons aujourd'hui. Donc, on va relire ensemble notre texte de Tite 2, versets 11 à 15, qui nous disait « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. » 12. « Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » Amen. « Et à vivre en ce présent siècle, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. » Afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres, enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Donc, Dieu veut se former un peuple particulier. Ce n'est pas un peuple quelconque qui veut se former, c'est un peuple particulier. C'est un peuple différent. Et ce peuple est différent puisqu'elle enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et nous devons y être l'exemple de cela. Et c'est ce que Sean Parker, pour ceux qui connaissent Sean Parker, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Google, okay? Qui était quelqu'un qu'on appelait un ouvrier de la moralité. Okay? C'est un technologue de la moralité chez Google. Ça veut dire que c'est lui qui on pourrait dire, qui travaille chez Google et qui décide de qu'est-ce qui est moraux et immoraux à publier. C'est ça son travail. Puis le fait que Google n'écoutait jamais les choix qu'il disait de dire, c'est-à-dire si lui disait c'est immoraux, Google publiait quand même, puis quand c'était moraux, Google ne publiait pas, eh bien il a quitté son poste parce qu'il ne se sentait pas à l'aise en fait dans cette décision. Et c'est ce qu'il a dit ici. Il dit « Dieu seul sait ce qu'il fait au cerveau de nos enfants en parlant de la technologie, particulièrement des réseaux sociaux. » Donc, Sean Parker affirme ici que même l'homme ne sait pas à quel point il existe les répercussions des réseaux sociaux, de la technologie sur les enfants, mais même sur les adultes et surtout sur le cerveau. C'est très important. Parce que le lobe frontal, c'est la partie du cerveau où nous prenons des décisions. Donc, si notre lobe frontal est touché ou diminué, ou pendant un court instant, il se met sur le bêta mode, ça veut dire le mode où les ondes passent, ils vont directement dans notre cerveau, de plaisir ou autre,
eh bien, on sait que l'impiété et l'inverse de la moralité, l'immoralité, peut entrer dans notre vie sans même le savoir. Est-ce que je parle trop vite? Je vais essayer de parler lent. OK. Parce que j'ai tendance à parler vite, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations, puis en plus, j'ai des choses qui sortent de ma tête, là, il faut que je parle encore. Donc, je vais essayer d'aller plus lentement pour nos anglophones parmi nous, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, on va commencer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir, Seigneur, étudier ta parole et de pouvoir comprendre ce que tu vas nous révéler aujourd'hui. Nous allons terminer ce sujet, Seigneur, aujourd'hui, que tu puisses permettre que tout ce que nous avons étudié auparavant puisse sensibiliser les gens ici présents, puisque nous sommes tous concernés par cela, Seigneur, et que tu puisses vraiment ouvrir notre esprit pour que ces informations puissent devenir une réalité dans notre vie, Seigneur, et que nous puissions même être un témoignage pour les autres et montrer aux autres ce que nous avons appris par la science, par l'histoire et même surtout par la parole de Dieu. Est-ce que c'est à quoi tu nous engages et tu veux que nous nous engageons, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la première question, pour être sûr que tout le monde est concerné ici, qui utilise la technologie, les réseaux sociaux en général, tout ça ici? À main levée. Donc, tout le monde est concerné par le sujet. Donc, il y a une personne qui va sortir d'ici qui pourra dire « Ah, ça ne me concerne pas ». À part peut-être votre grand-parent qui vient d'Haïti ou d'un pays lointain, il pourra peut-être dire « Je ne suis pas quelqu'un qui utilisait les réseaux sociaux. Okay? » Même mes grands-parents utilisent les réseaux, pas les réseaux, ils utilisent la technologie, mais ils ne savent pas trop comment ça marche. Donc, au pire, ces gens-là peuvent être, on pourrait dire, limités dans leur liaison avec la technologie. La semaine dernière, en préparant ce sujet, une étude est sortie, une nouvelle étude est sortie. J'ai décidé de l'ajouter à notre sujet du jour, même s'il ne le concerne pas directement, puisque, comme vous savez, chacune de nos parties concerne un sujet important. La semaine dernière, la troisième partie concernait les liens, la société en général, les liens sociétals qu'on a dans la société. Ça veut dire les liens qu'on a quand on rencontre des gens au niveau professionnel, personnel, amical, amoureux ou interfamiliaux. Mais récemment, CNN Health a sorti une nouvelle étude en lien avec la technologie. Le titre de l'étude, « Stocker trop d'éléments numériques sur vos appareils pourrait être un signe de désordre, un déséquilibre mental. » Okay? Pas de maladie mentale, un déséquilibre mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on ouvre nos téléphones, on a des dizaines de milliers de photos, de vidéos, de emails non lus, de textos, de toutes nos applications, les pop-up rouges. Mais en fait, ils ont prouvé, il y a des preuves scientifiques maintenant qui révèlent que quand on voit toutes ces choses-là dans un désordre, ou des fois même on rouvre, vous faites sûrement ça, vous allez sur Google, vous avez 150 pages d'ouvertes, parce que vous dites, il faut que je les garde parce que j'ai besoin de récupérer l'information, c'est un signe de désordre. Okay? C'est une preuve que votre lien avec votre vie numérique a déjà un problème. Puis, je m'inclus là-dedans. Moi-même, j'ai une centaine de pages d'ouvertes. Je suis obligé de les mettre dans mes favoris parce que là, je les enlève parce que là, je vois que j'ai lu ça, j'ai dit, on va se calmer, on va régler ma vie en ce sens. Donc, on apprend, c'est important, on apprend. Puis comme je vous ai dit, chaque jour et chaque année, on va apprendre quelque chose de nouveau sur la technologie et comment nous devons vivre avec la technologie. Oups. Bon. C'était pas obligé de traduire mes onomatopées. À traduire mes onomatopées. On peut lire ici dans l'article, c'est quelque chose qui déclenche beaucoup de stress et d'anxiété. La compilation de courriels, d'images, d'onglets ouverts, un nombre excessif d'éléments numériques qui déclenche une surcharge, a déclaré la docteure Susan Albert, psychologue clinicienne à Cleveland Clinic dans l'Ohio. Peut-être que vous voulez conserver des souvenirs à travers des images ou accrocher des documents inutiles ou des fichiers de cours collégiaux ou de vieux emplois au cas où. Mais parfois, lorsque le comportement se transforme en grande quantité d'informations stockées, il peut être considéré comme thésaurisation, a déclaré le docteur Emmanuel Medenberg,
professeur clinique de psychiatrie et des sciences du comportement biologique à UCLA, etc., à l'école de médecine. Donc, on voit ici que le fait de stocker beaucoup d'informations qui est constamment devant nous sur notre téléphone, c'est-à-dire dans la facilité d'accès, en fait, révèle un dérèglement au niveau du cerveau. C'est-à-dire que, pas que vous êtes malade mentaux, vous avez des problèmes mentaux, mais qu'en fait, vous avez un désordre dans votre vie et dans votre cerveau en lien avec la technologie. Donc ça, c'est très important. OK? J'ai appris ça cette semaine. Fait que en ce moment, je ne suis pas dans le meilleur état. OK? Donc, maintenant que vous le savez, on a un lien différent qu'on devrait avoir avec la technologie. La dernière fois, si vous vous rappelez, on avait terminé sur la règle. Quelle règle qu'on avait vue la dernière fois? On avait vu la règle d'un médecin. Le médecin avait écrit une règle. C'est des chiffres. Il n'y a pas d'heure. Oui, c'est un graphique, mais ce n'est pas des heures. Il y a 3 chiffres. Là, dites-moi pas tous les chiffres qui existent ou les nombres, ça va être long. Oui, il y a un 7, effectivement. Non, là, ça va être long, c'est comme ça. La règle, c'est la règle d'un médecin. Le médecin écrit une règle. La règle du médecin, vous pouvez écrire ça sur Internet, même pas besoin d'écrire le nom du médecin. Juste ça, vous trouvez, ça sort. La règle, c'est le 38-55-7. Vous écrivez ça sur Internet, vous écrivez la règle, je ne sais pas si en anglais c'est la law 38-55-7. Vous pouvez écrire ça sur Internet, ça va vous sortir l'étude, OK? C'est devenu une norme dans la science. Et c'est quoi cette règle-là? C'est le fait que 38 et 55 provient du physique. Ça veut dire que les lois que nous avons, les lois, dans le fond, que nous avons, les entretiens que nous avons avec les gens, 38 plus 55 des conversations que nous avons est faciale et physique. 7 seulement, c'est auditif, c'est-à-dire par la voix. Ça veut dire que quand vous textez une personne ou quand vous parlez au téléphone avec une personne, le message que vous transférez est compris seulement à 7 C'est peu de 7 parce que vous ne voyez pas la personne. OK? Si vous vous rappelez, j'avais fait un exercice la dernière fois. J'avais dit « J'aime Jésus » avec un sourire. J'avais dit « J'aime Jésus » puis j'étais fâché. Mais au téléphone, on ne sait pas que la personne qui aime Jésus n'est pas contente de l'aimer Jésus. Mais là, vu que vous me voyez avec mon visage, les sourcils, les yeux, mon sourire, mes joues, tout ça, ça vous donne une réponse plus forte sur la réalité de la chose. OK? Donc, ça veut dire que quand on texte une personne, on ne peut pas savoir si elle est triste ou heureuse, même si elle vous dit « Je suis triste ». Peut-être qu'elle n'est pas triste, peut-être qu'elle est heureuse. Elle peut vous dire « Je t'aime », puis dans le fond, elle ne vous aime pas. Mais ça, vous ne le saurez jamais, parce que vous savez seulement 7 de la réalité de la personne. Et c'est pour ça qu'on va continuer dans ce sens. On va parler des emojis. Qui utilise les emojis ici? Tout le monde. Les emojis, c'est la solution de la technologie pour récupérer le 93 qui est perdu dans la vie réelle d'une conversation. Est-ce que vous pensez réellement qu'avec ces emojis, on peut résoudre ce problème de vie humaine? Parce que c'est naturel chez l'homme d'avoir des conversations, hein? Mais au niveau de la technologie, ce n'est pas naturel. Mais on essaie de recréer cet état naturel par ces beaux bonhommes qu'on ajoute chaque année sur nos téléphones. Ceux-là, c'est la version Android, ils sont moins beaux qu'Apple, désolé. Mais c'est la seule photo que j'ai pu trouver. Voici la définition des emojis ou des émoticônes dans certaines sphères qu'on utilise. Une émoticône est une petite représentation graphique, stylisée et symbolique d'une émotion, d'un état d'esprit, d'un ressenti ou d'une ambiance. Donc, ça représente beaucoup de choses. Utilisé dans un message écrit et informatisé, courriel électronique ou texto, émoticône, cœur symbolisant amour. L'amour, par exemple. Okay? C'est un exemple de ce qui est écrit. Donc, les emojis sont un moyen simplifié, mais surtout pas réaliste de la réalité. On essaie de falsifier la réalité sur le couvert des textos. Ou aujourd'hui, on a sur les réseaux sociaux, on a des bonhommes,
bonhomme care, bonhomme love, bonhomme, etc., triste, sad, etc. Tous ces personnages-là, c'est une façade de la réalité qu'on veut recréer dans un monde technologique. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut à tout prix éviter que les gens se rencontrent face à face et qu'on garde cette idée sociétale des réseaux sociaux, de conversation. On veut, en fait, mettre de côté la réalité et rester dans un monde un peu irréaliste de la réalité. Et c'est pour ça, en fait, que de plus en plus, la science découvre que les problèmes humains, entre humains, ça veut dire les problèmes sociétals, les problèmes amoureux, les problèmes familiaux, sont de plus en plus présents. C'est parce qu'on utilise de plus en plus la technologie que dans la vie. Aujourd'hui, au lieu de se lever pour aller dire à ma mère « je veux manger ça », on texte, on l'appelle la mère dans le lit pour dire « je veux manger ça ». Juste ça, on crée une séparation dans la famille. OK? Nos amis ont fait la même chose. On sait qu'ils habitent à quelques minutes. Au lieu d'y aller, on l'appelle. OK? Tout ça, c'est des choses de la vie quotidienne qu'on crée et qu'on répète et qu'on amplifie à chaque jour, puis qui divise de plus en plus le monde. Et peut-être plusieurs vont dire, mais ça nous facilite tellement la vie. Et c'est vrai que ça facilite la vie. C'est le but de la technologie. Mais le but de la technologie, ce n'est pas juste de vous faciliter la vie. C'est aussi de vous permettre non seulement de faciliter la vie, mais de faciliter vos relations amoureuses, de faciliter la relation amicale, de faciliter la relation familiale, et en même temps, ça la détruit. Pensez-vous que Tinder a facilité les relations amoureuses ou les a détruites? Pourtant, le but originel, c'était de la faciliter. Mais ces gens-là qui ont créé ça ne savaient même pas à quel point ce réseau social-là allait prendre une réalité qui est fausse, en fait. OK? Et vous pouvez aller sur Tinder, puis on a vu récemment que 45% des accounts sur Tinder, c'était des fakes, c'est faux. C'est pas la réalité, la réelle personne. OK? On met des photos retouchées, on met des fausses informations. Puis là, quand on rencontre la personne, wow! Elle n'est pas belle comme je l'ai vu sa photo. Elle avait écrit qu'elle a 25 ans, on la voit, elle a 17 ans. OK? Ça arrive, 45%. On a vu ça dans la partie 3. Donc, ce n'est pas nouveau. Puis, les textos, les appels apportent même à créer des problèmes. Ça vous a sûrement déjà arrivé, vous avez texté quelque chose à quelqu'un, puis la personne vous dit « Tu as osé me texter ça ». Puis la personne dit « Ben c'est pas ça que je voulais. Tu sais, moi, je n'étais pas prévu que je fasse que tu comprennes ça dans ce sens-là. » C'est ça que ça fait le texto. 7% d'une conversation ne t'apportera pas la vraie réponse sur ce que la personne voulait te dire. Et j'ai un exemple en anglais. Donc, pour les anglophones, vous êtes chanceux. C'est un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Il dit « What are your plans for today then? » C'est qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Puis lui, il dit rien, juste de te voir mort. Puis là, il dit oh non, pas mort, dear, pas dead, dear. Donc là, on voit ici que ça aurait pu porter à confusion. La personne aurait pu dire wow, tu veux me voir mort? Tu veux voir rien, juste de me voir mourir? Puis là, il dit non, pas mourir, juste ça n'a aucun lien. Tu sais? Donc, c'est pour vous dire que ici, ça peut vous amener à la confusion. Tandis que si la personne aurait été face à face, on n'aurait pas su cette confusion-là. Parce que la personne l'aurait dit peut-être en riant. Vous aurez dit, ah, ben c'est une blague. Mais là, tu ne peux pas savoir s'il rit. Tu ne peux pas savoir s'il s'est trompé. Tu ne peux rien savoir. Il a été chanceux de voir ça parce que peut-être que la personne à qui il parle l'aurait bloqué. Hein? Ou comme on dit, on l'aurait ghosté. On l'aurait laissé en vue. Donc, c'est pour vous dire que c'est des situations qui arrivent couramment dans la vie. Et pour ceux qui sont dépressifs ou suicidaires, les textos sont un peu ce qui a engendré leur état de vie. Ce qui a, on pourrait dire, perpétré ou ce qui a amené une accumulation tellement grande qu'ils arrivent à commettre l'acte, à savoir le suicide. Je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis 2010, le taux de suicide a quadruplé chez les jeunes. Dans quel sens que le suicide a quadruplé chez les jeunes? Et plutôt, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que depuis 2010, de plus en plus de jeunes ont des cellulaires et de plus en plus tôt. OK? Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux à 10-11 ans. On a Instagram, Snapchat,
Facebook, même si on sait que on n'a pas le droit, c'est 18 ans et plus, je pense, Facebook, ou peut-être ça a changé. Mais on utilise cela de plus en plus tôt. Puis on utilise de plus en plus les emojis, de plus en plus des vidéos, de plus en plus jeunes. Et tout cela engendre un cercle vicieux, où tout le monde est content. OK? Malgré qu'à l'intérieur de chacun de nous, on est triste. La société aujourd'hui n'a jamais été dans l'état depuis que le monde existe. Un état aussi dépressif, aussi triste et aussi suicidaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une réalité. Et pas juste eux, même les plus grands de ce monde ont créé une réalité de leur vie par les réseaux sociaux et ils veulent former leur vie par les réseaux sociaux. Okay? Et par la technologie en général. Parce que c'est facile de dire « Ah, je suis riche sur téléphone ». Mais quand tu arrives devant la personne et qu'elle se promène en Toyota Yaris, tu sais qu'elle n'est pas riche. Mais par les réseaux sociaux, tu peux faire tout. Intelligence artificielle, tu mets une fausse voiture, tu publies ça, tous les gens vont dire « Ah, je veux tellement ressembler à toi ». Mais la personne, en réalité, bien, elle aussi est pauvre. Elle aussi, elle n'a pas beaucoup d'argent. Et c'est dur de voir la réalité. Quand tu ne vois pas la personne, tu ne l'as jamais vue de la vie, tu fais juste la suivre sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas voir la réalité. Hébreux 10 nous dit « N'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous vous approchez, que vous voyez approcher le jour. » Donc, plus le temps de la fin va avancer, plus Satan va quoi? Isoler les gens. Il va dire « Restez chez vous » et ça sera la nouvelle norme de communication chez l'être humain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, peut-être quand vous étiez jeune, peut-être pas, le film Wall-E quand vous étiez jeune. OK? Ça, c'est un film Wall-E de Pixar. Donc, c'est un film qui déjà, à la base, qui est gnostique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un film vraiment qui parle beaucoup du satanisme et de tout. Il y a beaucoup de messages subliminaux dans ce film. Mais si vous avez vu la société dans le vaisseau, si vous vous rappelez le vaisseau, là, parce que tout le monde est très gros, ils sont dans des chaises. Est-ce que vous avez vu une personne se parler tout le long du film de cette partie? Non. Tout le long du film, aucune des personnes, aucun des êtres humains ne discute ensemble. Par quel moyen, par exemple, qu'ils discutent? Par leur écran. Dans leur écran, il y a le voisin en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus se tourner, ils ne peuvent plus bouger, ils font plus d'exercice. Puis deuxièmement, la technologie est devenue non pas un outil comme nous, on l'a dans notre poche, mais elle est devenue permanemment devant eux. Elle est devenue la réalité, en fait. Puis on est en train d'arriver à ça. Hein? Vous avez peut-être vu le nouvel partenariat entre Meta et Ray-Ban, qui font des lunettes, que devant vous pouvez écouter la musique, voir tout. Ça, bientôt, ça sera une réalité. Et je vous dis, bientôt, le monde va être encore pire que dans l'état qu'on est là. Ce film-là révèle la société de demain. Okay? C'est un film pour enfants, ou soi-disant pour enfants. Okay? Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre. Okay? Il y a des messages qui nous parlent à travers ces choses-là. Et une des missions de l'Église, c'est quoi? De ne pas abandonner notre assemblée, mais de nous exhorter à venir nous rencontrer chaque sabbat ici, ou chaque dimanche pour ceux qui se rassemblent, mais peu importe. Le plus important, c'est chaque sabbat de se réunir, okay? En personne. De pouvoir nous exhorter à nous rassembler en personne et pas d'encourager le nouveau système de pensée qu'eux veulent nous encourager à avoir. Ces gens-là, chez Facebook, chez Apple, chez Google, OK? Il y en a qui pensent que c'est juste des personnes qui utilisent la technologie, des geeks puis des nerds qui travaillent là. Mais Apple engage des scientifiques. Google engage des scientifiques. Pourquoi? Pour comprendre le fonctionnement du cerveau puis vous permettre d'être plus mindset, accro, pour vous créer une addiction. OK? C'est pas pour rien si Apple, vous achetez un iPhone, puis 2 semaines après, la personne se retrouve avec le iPad, le Apple Watch, l'Apple Pen, l'Apple Pi, Apple ça, Apple. Pourquoi? Ils ont créé ce but dans cette ligne-là. Okay? Ils vous amènent, puis je vous dis ça, ben moi j'ai tout Apple ici, mais ils veulent nous amener dans cette idée-là. OK? Ah, si tu n'as pas d'iPhone, tu ne peux pas avoir l'Apple Watch. Si tu n'as pas d'iPhone, ben avec l'ordinateur, tu ne pourras pas recevoir tes textos ni faire de FaceTime. Donc, ils te forcent. Et ça, c'est tous les scientifiques qui travaillent à ça. OK?
c'est pour vous dire à quel point c'est fou. Okay? C'est comme si moi, je prenais un cours scientifique pour savoir comment manipuler les esprits puis vous imprégner ce que je vous dis. Ça serait maléfique, hein? C'est maléfique si je ferais ça. Mais dites-vous que toutes les sociétés, les grosses sociétés, pas juste de technologie Walmart, toutes ces sociétés-là, les grandes, ont toutes des scientifiques en leur sein. Puis ils préparent toute leur publicité, toutes leurs choses pour que vous restez accrochés, addicts, on pourrait dire, à leurs choses. C'est ce qu'on appelle la dopamine numérique. Okay? C'est un nouveau problème de société qui n'existait pas il y a 15 ans. Je vais vous montrer maintenant des statistiques qui ont été faites sur 20 000 jeunes de 18 ans et plus, en lien avec la solitude. Donc, pour ceux qui viennent des USA, c'est à vous que ça concerne. Mais à nous aussi, hein, c'est une réalité de ceux qui sont des pays riches, comme on dit. On voit que 46 % des jeunes de 18 ans et plus se sentent parfois ou toujours seuls. 47 % des jeunes se sentent exclus. 47 % n'ont pas d'interaction ou de conversation sociale significative au quotidien. Ici, on ne parle pas de 10, on parle de la moitié des jeunes de la société américaine. La moitié des jeunes de la société américaine n'ont pas de conversation sociale. Ça veut dire que dans leur journée, il y en a qui ne parlent pas à aucun être humain. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est fou. Dites-vous, pensez à ça. Là. Il y a des humains qui couramment ne parlent pas à des êtres humains. Ils parlent qu'avec leur téléphone. C'est fou, là. Est-ce qu'on pensait croire à ça il y a 15-20 ans? Hein? Pourtant, il y a plusieurs films qui voyaient cette réalité-là arriver. Hein? Il y a plusieurs choses des personnes qui disaient « Regardez, ça s'en vient! » Puis là, on écoutait ça, on disait « Wow! J'ai pas hâte que ça arrive. » Puis quand on est arrivé dedans, il était trop tard, on est pris dans ce cercle. C'est des symptômes inquiétants pour la jeunesse, les jeunes adultes, et surtout pour la dépression des jeunes. On voit que le nombre grandissant de la dépression et du taux de suicide, en fait, est devenu un problème de société. 43 % se sentent isolés. Et les plus solitaires ou les plus isolés dans la société sont ceux de 18 à 22 ans. Pourquoi? Je ne sais pas si vous le savez, mais l'âge entre 18 et 22 ans, c'est l'âge d'or pour le développement de la jeunesse. C'est le moment le plus important de leur vie entre la transition d'un enfant à l'adulte. Okay? Parce que dans la Bible, l'adolescence, c'est une nouvelle idée scientifique. On a étudié ça dans la journée jeunesse. L'adolescence, c'est quelque chose qui est païen et scientifique, mais bibliquement, c'est l'enfance à l'adulte. Okay? Et l'âge entre 18 et 22 ans, c'est la période de transition entre l'enfance et l'adulte. Et c'est qui que les grandes technologies ont décidé de viser? Les enfants de 18 à 22 ans. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Pourquoi les familles sont autant déchirées? Pourquoi le taux de divorce au Canada est presque plus grand que le taux de mariage? Le taux de divorce au Canada, c'est 45 % par année. OK? Et c'est chez les jeunes plutôt que les adultes. OK? Donc, pour ceux qui sont entre 18 et 22, moi, j'ai passé l'âge. Ça ne veut pas dire que ça ne me concerne pas, mais ça va concerner bien sûr ceux qui vont avoir 18 ans. Et même ceux qui sont avant 18 ans ou même après, ça nous concerne dans une mesure où on a des enfants ou des personnes qui nous entourent auxquelles on doit leur dire « Faites attention », on doit les prévenir. C'est notre travail en tant que chrétien. Et peut-être vous avez entendu aussi les plus grandes révolutions en ce moment, c'est les jeunes qui se disent « Les adultes ne veulent pas nous écouter ». Ils disent « Personne ne nous écoute, on n'est pas entendu pour nos droits, pour qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aimerait avoir. » Vous avez sûrement entendu ça, où on voit beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ne se sentent pas écoutés, pas entendus, comme si tout ce qu'on leur dit, ça rentre dans l'oreille et ça sort de l'autre, comme on dit. Et ce n'est pas anodin, encore une fois, hein, parce que quand on fait moins d'interactions sociales et plus via les technologies, c'est normal qu'on se sente plus seul et qu'on se sente moins écouté et moins entendu. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé un nouveau problème sociétal qu'on appelle l'anxiété sociale.
Parce que quand tu es tout seul chez vous et que tu parles sur ton téléphone, quand tu arrives devant un être humain, c'est-à-dire un être physique et avec des émotions, des sentiments, eh bien, tu n'es plus capable de t'exprimer, tu as peur, tu es stressé, tu es anxieux. Puis, comme on a vu la dernière fois, les jeunes aujourd'hui sont plus analphabètes. Okay? Donc là, tu t'exprimes soit mal, soit la personne va se sentir visée parce que tu vas le faire en criant ou en chialant ou en t'exprimant d'une façon qui est peut-être agressante. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'exprimes plus. Donc, c'est soit que tu ne sors plus, ou soit que tu sors, mais tu parles à personne. C'est des problèmes de société qui n'existaient pas il y a 15-20 ans, qui aujourd'hui sont présents. Et toutes ces choses-là ont des répercussions sur une des choses les plus importantes, à savoir l'estime de soi. L'estime de soi, il y a une différence entre l'estime de soi et une surestime de soi. Dieu ne nous appelle pas à avoir une surestime de soi, à avoir une fierté ou une confiance absolue en nous-mêmes. On va tomber dans l'égoïsme et l'égocentrisme. Mais une estime de soi, c'est de savoir ta valeur. Puis Dieu peut renouveler ce que la technologie, ce que la société a détruit chez toi, à savoir l'estime de soi. Dieu peut dire, « Ah, la société te voit comme un ramassis de cochonneries. » Mais Dieu dit non, à mes yeux, tu es le même enfant, tu as la même valeur que l'autre personne qui est en face. Tu as la même valeur que ton frère à côté de toi ou ta sœur à côté de toi. Et regardez ce que la science nous dit en lien avec l'estime de soi. Ça dit que cette technologie ajoute une nouvelle dimension au potentiel de solitude et d'anxiété en nous offrant un moyen de quantifier directement les amitiés en visualisant les réseaux d'amis d'autres personnes à des fins de comparaison. Vous pouvez comparer votre propre popularité à celle de vos pairs. Il est donc facile de voir comment l'utilisation de technologies peut devenir un critère d'évaluation de valeur personnelle. C'est sûr qu'on a tous fait ça. Vous arrivez, peut-être quand vous étiez très jeune, moi quand j'étais jeune, vous étiez sur Facebook, vous mettiez un post puis vous likiez votre propre post parce que vous n'aviez pas assez de likes. OK? Pour ceux qui font ça sur Instagram, tous les réseaux, vous avez un manque d'estime de soi. Pourquoi? Parce que vous vous comparez à la vie des autres. OK? C'est plate, mais naturellement, l'homme est comme ça. Dans le sens, on veut toujours se comparer aux autres. Oh, wow, lui, il y a une femme, il y a une voiture, une maison. Je veux la même chose. On fait ça dans la réalité. C'est ce qu'on appelle la convoitise. Mais sur les réseaux sociaux, des fois, on ne convoite pas ce que les autres ont. On dit juste, je veux la même chose que lui. Puis on va recréer cette idée-là, on pourrait dire cet univers-là dans nos réseaux sociaux. Ce que lui a dans la réalité, on le recrée dans les réseaux sociaux. Et ça, on a une mauvaise estime de soi. On veut recréer ce qu'on voit. OK? Parce qu'on n'est plus dans la réalité. Dans la réalité, on va peut-être convoiter. On va dire, lui, il y a une femme, j'aimerais ça aussi avoir une femme. Je vais tout faire pour avoir une femme. Puis on va convoiter ce que lui veut. On va aller au point peut-être de voler sa femme, de voler ses choses. Ça, c'est la convoitise. OK? Mais ça, on voit que les réseaux d'amis, même, on peut aller voir, hey, j'ai moins d'amis que cette personne-là, il me faut plein d'amis. C'est même pas vos amis. OK? Un des problèmes des réseaux sociaux, c'est qu'on a diminué la symbolisme et la signification de l'amitié. L'amitié aujourd'hui, c'est celui qui prend un verre avec nous chaque jeudi. L'amitié aujourd'hui, c'est celui qui vient jouer au billard, c'est lui qui vient à l'église chaque dimanche ou chaque sabbat avec nous. C'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est, pour ceux qui savent, quand Dieu dit à Abraham qu'il est l'ami de Dieu, c'est pas juste parce qu'il est chrétien. C'est parce qu'il est tellement proche de Dieu qu'il le connaît comme lui-même. C'est ça l'amitié. C'est une personne sur qui tu peux avoir confiance. Tu vas l'appeler à minuit, tu vas dire, j'ai un problème, il va venir chez toi, il va t'aider, il va prier avec toi, il va te relever. Ça, c'est de l'amitié. OK? Sur vos 500 amis Facebook ou 2000 ou 4000, la limite, qui va faire ça? Peut-être personne. OK? Pourtant, on les appelle nos amis. On appelle ça l'amitié. Donc, la technologie a rabaissé le niveau de l'amitié et la vraie compréhension, le symbolisme derrière l'amitié. Et c'est ce que Dr. Tim Bono avait expliqué. Il a écrit un livre qui s'appelle « Quand les likes ne suffisent pas ». Il dit « Lorsque nous nous estimons en fonction de notre performance par rapport aux autres, nous plaçons notre bonheur dans une variable qui échappe totalement à notre contrôle. » Ça veut dire qu'on base notre bonheur sur ce que les autres font. OK?
Ça veut dire que quand ton ami publie une belle photo avec lui d'un hiking, c'est-à-dire tu allé monter la plus belle montagne du Québec, il a publié une photo avec son amoureux ou avec son chien, vous dites « Je vais être heureux, mais que je fasse la même chose. » Puis une semaine après, tu vas monter la plus haute montagne, tu prends la même photo, puis là, tu es heureux. OK? On crée notre bonheur basé sur la réalité des autres. Sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on base notre bonheur. Et ça, c'est un autre problème. L'estime de soi. Et aujourd'hui, en plus, on arrive dans une époque où le wokisme est arrivé à un niveau exponentiel et on appelle ça la cancel culture. OK? On est rendu là. Donc là, ça veut dire que si tu ne suis pas la réalité de la société, tu te fais canceller. OK, tu n'es pas pour l'avortement, cancellé. Tu n'es pas pour, je ne sais pas, le DEI, je ne sais pas comment on dit ça en français, le multiculturalisme dans la société, OK? On te met de côté, OK? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que, par exemple, quand on arrive sur un site où on voit beaucoup de blancs, il faut dire, ouais, il faut mettre des Chinois, il faut mettre des Noirs, il faut mettre toute une variété. Là, ça représente, OK? Tandis qu'il n'y a aucune raison dans le sens, est-ce que, un peu avec Kamala Harris, c'est un peu la raison pour laquelle Joe Biden l'a mis là. C'est une autre discussion, mais c'est juste pour vous dire que c'est une des parts qui est arrivée aux États-Unis. Mais tout ça, si on est contre ça ou qu'on n'est pas d'accord avec ça, on nous met de côté. Et encore une fois, si notre estime est déjà basse, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-ci quand on fait face à cela? Et dites-vous qu'en tant que chrétien, on a parlé ce matin, c'est quoi un vrai chrétien? Pensez-vous qu'on fait face à ces réalités-là? On fait face constamment à ces réalités-là parce qu'on va à contre-courant de la société. Le christianisme ne peut pas se moderniser. Parce que le mot moderniser, ça veut dire détruire les traditions et les anciens fondements pour en établir des nouveaux. Le christianisme ne peut pas faire ça parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a dit dans la parole ne peut pas être changé, transformé ou déraciné. Donc, automatiquement, les vrais chrétiens vont à contre-courant de la société moderne. Ce qui veut dire que si vous avez une mauvaise estime de soi, en tant que vrai chrétien, soit vous allez devoir relever votre estime par le Christ, c'est-à-dire voir la réalité des choses, soit vous n'allez pas rester longtemps comme un chrétien. C'est une réalité à laquelle on fait face aujourd'hui. Okay? Une réalité qui est dramatique. Okay? Parce que pour tous nous ici présents, ce n'est pas de notre contrôle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas choisi d'avoir la technologie. On nous l'a imposé. Vous commencez l'école, pour ceux qui étaient peut-être dans certaines écoles, on vous donnait un iPad dans vos mains. Vous faites vos devoirs dessus. Vous faites vos exercices dessus. Vous faites vos évaluations dessus. On vous a imposé la société. Mais nous, puisque nous sommes adultes, puisque nous sommes peut-être des parents concernés ou sensibles à cela, eh bien, on peut changer cette mentalité-là dans notre vie personnelle et dans notre famille. En fait, l'opinion populaire change comme le soleil se lève et se couche. Aujourd'hui, on ne se compare plus à notre voisin. On ne dit plus « le gazon de mon voisin est plus beau que le mien », malgré que dans ma rue, on le fait. Mais généralement, on ne fait plus ça. On va plutôt dire « j'aimerais avoir la voiture que cette personne a sur Instagram que j'ai vue hier soir. J'aimerais avoir la même maison, le même animal de compagnie. » Avec des émissions comme La famille Kardashian ou toutes les autres téléréalités qui existent, non seulement on détruit notre cerveau par les stupidités qu'on y voit, qui sont présentées, mais on désire tout ce qui est matériel et tout ce qui est physique. OK? Puis vous savez, ça change, hein? Vous avez peut-être suivi Kim Kardashian au cours des 10 dernières années. Vous avez vu comment son physique a changé? Hein? Puis à chaque fois qu'elle change son physique, la société change son physique. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils la connaissent personnellement. C'est parce que les réseaux sociaux et sa réalité reflètent la réalité. Dans le sens, la réalité qu'elle veut imposer. Et il y a quelques années, on faisait du botox dans les fesses. Maintenant, on ne fait plus ça. Maintenant, c'est dans les lèvres, dans les joues, dans les sourcils, dans le nez, dans le front. On enlève de la graisse au niveau du ventre. On fait tout l'inverse.
Puis c'est fou parce que ça coûte très cher de faire ça, mais en plus de ça, ça a des effets néfastes sur la santé. OK? Je vous ai montré, je vais vous donner ici des statistiques de l'ISAPS. L'ISAPS, c'est un organisme à but non lucratif aux États-Unis. Il a relevé qu'en 2023, il y a eu 34,9 millions de chirurgies plastiques. Ce n'est pas un petit nombre. OK? Puis la plupart de ceux qui ont fait ces chirurgies plastiques, c'est eux entre 18 et 34 ans. Puis il y en a certains médecins qui autorisent ceux de 18 ans et moins à faire des pratiques s'ils ont l'autorisation de leurs parents. C'est fou! C'est une augmentation de 40 % au cours des dernières années. Ça veut dire que les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'ils sont. OK? C'est-à-dire qu'ils veulent la réalité de tous ces gens riches. Et les 5 chirurgies les plus populaires, c'est la liposuction, l'augmentation mammaire, paupières, abdominoplastie, c'est au niveau d'enlever la graisse au niveau de l'estomac, la rhinoplastie. C'est les 5 choses les plus populaires chez ceux de 18 à 34 ans. Et récemment, la semaine dernière, j'ai écouté un documentaire sur les effets néfastes, les risques sur la santé à court et long terme des chirurgies plastiques. Et c'est fou. OK? Et peut-être vous avez remarqué aussi que les jeunes de 16, 17, 18, 20, 21, 25 ont l'air plus vieux des fois que des gens de 40 ans. Ou peut-être vous les voyez, vous dites « Ah, je te donne 30 ans », puis la personne a 18 ans. C'est sûr que vous avez fait face à ça. OK? Bien, la plupart, si vous avez remarqué, c'est chez les filles qu'on remarque un changement d'âge, un écart. OK? Et c'est dû au fait de la chirurgie plastique. Pour ceux qui ne savent pas, les lèvres, toutes les chirurgies, la plupart des chirurgies, on doit les répéter à chaque mois ou à chaque année. OK? Parce que, par exemple, chez les lèvres, le botox, il s'en va. OK? Puis les médecins, ils disent, eh bien, le botox, il quitte le corps. Il s'en va. Donc, il faut que tu refasses ça après quelques mois. Moi, je connais du monde, à chaque 4 mois, ils refont leurs lèvres. OK? Parce que les lèvres, ils reviennent à normal. Mais la réalité, c'est que le botox ne quitte jamais le corps. Il reste dans le corps, puis il accélère le vieillissement de la peau. C'est pour ça que les jeunes ont l'air plus vieux. OK? Donc, Et on vient de découvrir ça après des années de pratique chez les jeunes. Donc, pensez-y. OK? La chirurgie plastique est faite, je n'encourage pas ça, mais elle a été créée pour les personnes plus vieilles, de 40 ans et plus, et pas les jeunes. OK? Le but, c'est de ramener un problème visuel et non pas de créer une nouvelle réalité. OK? Donc, les personnes âgées, pour ceux qui savent, les lèvres, ils ratatinent, ils ont des problèmes. Donc, on met du botox pour ramener des lèvres plus pulpeuses, plus belles. Mais si vous faites ça chez les jeunes, qui ont déjà des lèvres en santé, bien, en fait, vous créez juste un nouveau problème de société. OK? C'est l'abus, en fait. OK? C'est comme plein d'autres choses qui existent. OK? Comme les drogues aussi, OK? Il y a des médicaments qui sont faits pour ceux qui ont des problèmes, puis il y en a qui en prennent juste parce qu'ils savent qu'il y a un effet narcotique derrière. C'est la même chose, OK? Et là, je vous ai dit ça juste parce que les réseaux sociaux ont une influence sur le monde. Et tous les gens font ça sans que les médecins savent pour beaucoup les problèmes reliés à la santé, parce que c'est au cours de cette année que la plupart des études ont été faites. Et même les médecins, des fois, ils ne les disent pas. Ils font des contrats. Si tu as un problème avec telle chose, c'est pas notre problème. Là, tu signes, puis là, tu as des problèmes de santé graves, puis eux, ils s'en lavent les mains. Donc, il faut faire très attention. OK? Très attention. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux amènent encore plus cette idée-là. On a créé un nouveau terme qui s'appelle « stalker ». Vous connaissez le mot « stalker »? C'est ceux qui fouillent dans la vie des autres. OK? Et c'est ça le but des réseaux sociaux. C'est de créer, parce que pour ceux qui ont des réseaux sociaux, souvent on met la photo de notre enfant, on met toute notre vie, chaque jour. Donc, tu peux connaître la vie d'une personne que tu ne connais même pas. Tu pourrais la rencontrer et dire « Ah, ben je sais qu'en 2019, tu t'es marié, en 2020, tu as fini l'université, en 2021, tu as eu ton enfant, en 2022, tu t'es divorcé, puis la personne, tu ne la connais même pas. » OK? Ça, c'est des informations qui devraient rester privées. Mais aujourd'hui, on a rendu public pour relever notre estime de soi et nous montrer qu'on a une vie normale, une belle vie, que notre vie va bien puis qu'elle est meilleure que les autres. Eh bien, on veut prouver cela et montrer aux autres que ah, ben nous aussi, on veut ça.
ça crée quoi? Des combats. Puis dans le fond, personne n'a une bonne estime de soi. Et on a vu les preuves. Et là, on se dit tout plein de choses. Je suis laid, je ne suis pas bon, je n'ai pas d'argent, je ne vaux rien, je n'ai pas les beaux vêtements, je n'ai pas un bon cerveau pour avoir l'argent qu'ils ont. En plus, je n'ai pas d'amis parce que je n'ai pas de like, donc je vais liker mon propre post. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. On reste pris dans ce cercle vicieux. Et on a plusieurs scénarios qui s'offrent à nous auxquels on veut avoir la vie de rêve. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit qu'on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut, on a accès à toutes choses. Et pourtant, on n'a jamais eu le plus haut taux d'insatisfaction de la vie, de solitude et de mauvaise estime chez les jeunes et même chez les futurs adultes. Donc, en fait, on a interchangé la réalité pour l'associer à la technologie. Pour ceux qui connaissent Stephen Furtick, donc c'est un pasteur auquel je n'agrée pas à ses doctrines, je voulais juste le préciser parce que en tout cas, vous irez voir, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il dit. Mais il a dit quelque chose d'intéressant ici. Il a dit « La raison pour laquelle nous luttons contre l'insécurité est que nous comparons nos coulisses avec les images les plus marquantes de tous les autres. » Vous ne trouvez pas, c'est une phrase puissante? Une autre étude révèle la chose suivante. Il dit « Seuls 31% des utilisateurs n'ont pas été gênés par le nombre de likes qu'ils ont reçus sur un message. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de 60% de la société, 69? Oui. Plus que de 69% de la société, c'est-à-dire qu'ils ressentent des émotions négatives face aux résultats de leur publication. Près de 60% des participants à l'étude considèrent qu'un ami a une vie meilleure à raison de ce qu'il a publié sur les réseaux sociaux. C'est pas petit, là, c'est 60%. Tandis que plus de 60% des utilisateurs de médias sociaux se sentent plus mal après avoir découvert que quelqu'un leur a retiré son amitié en ligne. Ça aussi, c'est fou. Quand on dit « il m'a bloqué », 60% ressentent quelque chose, une vraie émotion. Au total, 50% des utilisateurs de médias sociaux se sentent contrariés lorsqu'une personne n'aime ou ne commente pas une photo qu'ils ont publiée. Et près de la moitié sont jaloux lorsqu'ils constatent qu'un ami a plus de likes qu'eux. Okay? C'est plus que la moitié de la société chez les jeunes. Ce n'est pas des petits nombres, là. Okay? Une autre étude a révélé, une étude récente mondiale menée par Kaspersky Lab révèle que les utilisateurs de médias sociaux interagissent moins en face-à-face que par le passé à raison de cette nouvelle capacité de communiquer en permanence et à rester en contact en ligne. L'étude révèle qu'environ 1/3 des personnes communiquent moins avec leurs parents, leurs partenaires, leurs enfants et leurs amis parce qu'elles peuvent simplement les suivre sur les médias sociaux. Au lieu de prendre des nouvelles de tes amis, va sur leur page Instagram, tu vois leur vie. C'est fou, mais on est rendu dans cette société-là. Cela peut faire plus de mal que de bien dans un monde où il est plus attrayant de modifier sa vie pour la rendre parfaite que d'exister naturellement. C'est une belle phrase. Okay? Nous vivons dans un monde plus attrayant de modifier sa vie pour la rendre parfaite que d'exister naturellement. J'aurais dû la surligner, cette phrase-là. C'est une phrase puissante. Une autre étude, je vous dis, il y en a beaucoup d'études. Facebook vous déprime-t-il? Si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul. Selon une étude récente de l'organisation caritative britannique Scope, sur 1500 utilisateurs de Facebook et de Twitter, ou X interrogés, 62% ont déclaré se sentir inadéquats et 60% ont fait part de sentiments de jalousie en se comparant à d'autres utilisateurs. Pour l'instant, est-ce que vous voyez des points positifs des réseaux sociaux? Ça fait presque 5 heures qu'on discute de ça, en tout, là. En 5 heures, est-ce que vous avez appris de bonnes choses en lien avec les réseaux sociaux? Dans le sens des bonnes nouvelles? Non. Si vous voulez aller les réécouter, ils sont déjà sur YouTube, les 2 premières parties. Okay? C'est vraiment fort. On va voir d'autres études.
Le psychologue et professeur Jenny Twenge a inventé le terme iGen. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Et ce terme iGen, il a décidé d'en faire une étude sur la méta-analytique des jeunes dans la société. Il a pris plus de 500 000 jeunes. C'est la plus grosse étude des dernières années sur la méta-analytique dans la société. Il a pris un groupe de scientifiques avec lui pour étudier ces problèmes en lien avec la dépression et le suicide entre 2010 et 2015, puisqu'il y a eu radicalement une augmentation de plus de 50 % chez les jeunes dans la société. Et j'ai beaucoup d'informations, désolé pour le... Orina traduit, OK. Regardons ce qu'il a dit. Il a dit « La découverte la plus frappante est la corrélation entre le temps cumulé passé par les adolescents sur leur smartphone et leurs pensées dépressives et actions suicidaires. » On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est très fort ce qu'il dit. Voici la découverte. Ça veut dire une des raisons pour laquelle les jeunes sont plus dépressifs et suicidaires. C'est quoi? En fait, depuis 2010, les jeunes passent plus de temps sur leur téléphone parce que l'accessibilité a augmenté. Et parce qu'ils ont passé plus de temps, eh bien, ils sont devenus plus dépressifs et suicidaires. Donc, quelle est la raison pour laquelle les jeunes sont plus dépressifs et suicidaires? Notre téléphone. Vous vous rappelez combien de temps les jeunes passaient sur leur téléphone chaque jour? C'est quoi le nombre d'heures? 8 heures. Bon, 7 heures. 7 heures. 7 heures par jour. OK? Puis vous savez combien de temps Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, laisse passer ses enfants sur son téléphone? 15 minutes par jour. C'est pas sur leur téléphone, c'est sur le téléphone de son père. Fait qu'il y a un contrôle. Dites-vous, le fondateur de Facebook, celui qui a accessibilisé les réseaux sociaux. C'est la même chose pour le fondateur de Snapchat qui laisse 0 minute à ses enfants d'utilisation de Snapchat. Le fondateur d'Instagram qui laisse 45 minutes sur une semaine pour utiliser Instagram. Ça veut dire 5 minutes par jour, peut-être 7. Puis nous, on a nos enfants qui utilisent leur téléphone 8 heures par jour. Est-ce que vous voyez la corrélation? Exactement. Exactement. Ça les détruit surtout mentalement. Puis si ça les détruit mentalement, ça les détruit dans tout le reste de la société. Leur vie professionnelle, leur vie amoureuse, leur vie familiale et leur vie sociétale. Spirituelle, ben oui, spirituelle, ça en fait partie. Toute leur vie. Et c'est grâce à cette étude-là qu'on a pu comprendre que passer 5 heures et plus par jour sur son téléphone augmente de 71 % le risque d'avoir un facteur de suicide. C'est l'information que je vous demande de garder en tête. 5 heures et plus sur votre téléphone augmente de 71 % vos pensées suicidaires. Ou les risques d'avoir une seule caractéristique de quelqu'un qui est suicidaire. C'est pas petit, là. Quand on parle du suicide, ça devrait être très inquiétant, hein, parce que le suicide mène à la mort. Puis pas juste la mort éternelle. Donc, c'est des informations très importantes. Mais l'étude ne s'arrête pas là. Monsieur Jane, le docteur Jane, continue, il dit « Au total, notre analyse a révélé que la génération d'adolescents que j'appelle iGen, ça c'est nous, ceux qui sont nés après 1995, est beaucoup plus susceptible de connaître des problèmes de santé mentale que leurs prédécesseurs du millénaire. » Là, il dit « Que s'est-il passé pour que tant d'adolescents en si peu de temps se sentent déprimés, tentent de se suicider et se suicident? Après avoir parcouru plusieurs grandes enquêtes à la recherche d'indices, j'ai découvert que toutes les possibilités étaient liées à un changement majeur dans la vie des adolescents, l'ascension soudaine du smartphone. » Ce n'est pas n'importe quel médecin. C'est un médecin de renommée mondiale. Il a étudié avec d'autres scientifiques de renommée mondiale. Et nous sommes ceux qui font partie des iGen. Bon, bien sûr, il y en a quelques-uns qui n'en font pas partie. OK? Peut-être que vous faites partie des milléniaux, mais pour préserver notre capacité mentale, préserver notre spiritualité et notre cerveau, 5 heures et moins. Okay? La science le dit, tout le monde le dit. Okay?
on a tous un choix à faire. 5 heures et moins, c'est de technologie. Okay? Je sais qu'il y en a qui travaillent sur la technologie. Ce n'est pas la même chose que de travailler et d'utiliser les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout ça pendant 5 heures. Ce n'est pas la même chose. Okay? Travailler 5 heures avec la technologie et utiliser pendant 5 heures les réseaux sociaux, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même chose. Okay? Il y en a un qui a une obligation et l'autre qui n'a pas d'obligation. Okay? Bien sûr, il y a d'autres changements. Okay? Il y a d'autres changements, mais le changement majeur que M. Jane a remarqué, c'est le cellulaire. Il dit, chez les adolescents qui passaient 5 heures ou plus par jour sur leur téléphone, 48 % présentaient des symptômes liés au suicide, tels que la dépression, les pensées suicidaires, les projets de suicide et les tentatives de suicide. C'est pas petit, OK? Puis je pourrais, même en comprenant, en préparant ce sujet, j'ai compris, et je pense avoir compris, que l'une des raisons pour lesquelles mon meilleur ami s'est suicidé, c'est dû au smartphone. OK? Parce que, OK, j'étais très proche de lui, puis je sais qu'il utilisait beaucoup les réseaux sociaux, puis je pense que ça a été l'un des problèmes qui l'a mené à l'acte qu'il voulait commettre. Donc, ce n'est pas quelque chose de minime, c'est quelque chose de très important à comprendre. Ce n'est pas des nombres, ce n'est pas 3 ou 4 %. C'est des 40, 50, 60, 70 % okay, de la société qui sont touchés. Donc, c'est un problème qui est majeur, ce n'est pas un problème mineur. Et on doit prendre ça très au sérieux. Et nous, en tant que chrétiens, on doit donner l'exemple et révéler ces connaissances-là aux autres. On a un devoir, en fait, en vertu de Dieu, en vertu de notre foi. L'University of Michigan News a publié aussi une étude. Ils ont dit « Les étudiants d'aujourd'hui ont un niveau d'empathie inférieur de 40 % à celui de leur homologue d'il y a 20 ou 30 ans. » Vous savez, c'est quoi? On a cité cet article-là la semaine dernière. L'empathie. 40 % des jeunes sont moins empathiques. Vous savez, c'est quoi l'empathie? Ça veut dire que ces gens voient une personne mourante par terre, puis au lieu de les aider, ils vont les filmer. C'est ça. Ils n'ont plus ce sentiment, ce désir d'aider les autres par amour pour l'humain. Ils vont le faire parce que ça fait des vues, ça fait des likes, ou ils ne vont même pas le faire et ils vont le publier. Donc, ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, ont moins de désir d'aider les autres. Une autre étude, dans la même étude, plutôt par le docteur Conrad et O'Brien, ont révélé les choses suivantes. Ça sera notre dernière étude du jour. On s'en va vers la conclusion. Il nous dit « Nombreux sont ceux qui considèrent le groupe actuel d'étudiants appelé parfois Generation Me ». C'est quoi le Generation Me? Me, myself and I. Moi, moi, moi. Comme l'un des plus égocentriques, narcissiques, compétitifs, confiants et individualistes de quoi? De l'histoire récente. C'est pas une mince affaire, là. Quand on est comparé à nos prédécesseurs, à nos parents, à nos grands-parents, c'est plus une mince affaire. Il n'est pas surprenant que cette importante croissance accordée au soi s'accompagne d'une dévalorisation correspondante des autres. On continue. L'augmentation de l'exposition aux médias au cours de cette période pourrait être un facteur. L'essor récent des médias sociaux pourrait être également jouer un rôle dans la baisse de l'empathie. La facilité d'avoir des amis, entre guillemets, en ligne pourrait inciter les gens à se déconnecter lorsqu'ils n'ont pas envie de répondre aux problèmes des autres. Un comportement qui pourrait se reproduire, comment? Hors ligne. C'est grave. Comment, après ça, on sait qui est nos amis et non? Les étudiants d'aujourd'hui peuvent être tellement occupés à se préoccuper d'eux-mêmes et de leurs propres problèmes qu'ils n'ont pas de temps consacré à l'empathie avec les autres, ou du moins perçoivent-ils ce temps comme étant limité. Ah, j'ai juste 5 minutes pour t'aider. C'est fou de dire ça. Quelqu'un que tu es censé aimer, tu lui dis que tu as juste 5 minutes pour l'aider. Est-ce comme ça que Dieu nous a créés? Ça nous fait penser à l'histoire de l'enfant prodige.
où ce que son père a tout fait pour aider cet enfant. Et même quand il est revenu, le père ne lui a pas dit « Ah, ben, tu ne peux pas revenir, j'ai vu ce que tu as fait sur les réseaux sociaux. » C'est un exemple, on la modernise. J'ai vu ce que tu as fait avec les réseaux sociaux. Tu as publié des photos avec des porcs. Tu as pris tout l'argent, les porcs, les vrais porcs, là, pour ceux qui connaissent l'histoire. Tu es allé travailler avec les porcs. Tu as pris tout ton argent pour les prostituées, pour l'alcool, les drogues. Puis tu penses que je vais te reprendre? Tu me fais des honneurs. Tout le monde l'a vu, tout le monde a liké. Tu as des milliers de posts. Je ne peux pas te reprendre. Est-ce que ça serait le symbole d'un bon père? Non. Le symbole d'un enfant prodige, c'est Dieu. Peu importe ce qu'on a fait, même si c'est sur les réseaux ou non, ce père de famille a décidé de reprendre ce fils. Et même, il a surélevé au-dessus de l'autre frère qui est resté fidèle tout le long. Pourquoi? Parce que cet enfant-là avait besoin de plus d'amour que l'autre pour le moment où il vivait. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une grande empathie envers les autres. Si on veut être appelé ami, non seulement de Dieu, mais par les autres, il faut révéler les caractéristiques, l'amour de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous avait dit. La Bible nous avait prévenu. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Hein? Plus qu'il y a de péché, moins qu'il y a d'amour. Qu'est-ce que les scientifiques ont révélé? Que les gens ont moins d'amour. Parce qu'il y a plus d'iniquité. C'est pas fou? On voit que Dieu, c'est le plus grand scientifique. Il avait prédit 2000 ans avant ce qui allait arriver dans la société d'aujourd'hui. Le vice-président de Facebook, Thomas Palahapatia, je ne sais pas comment dire son nom, a dit « Beaucoup d'entre nous ont été confrontés aux conséquences involontaires des produits qu'ils ont construits. Les plateformes de médias sociaux, en particulier, ont fait l'objet de quoi? D'usages et d'abus que nous, les architectes, n'aurions jamais imaginés. » C'est pas fou que le gars qui a fondé Facebook dise ça? Nous avons créé des outils qui ont modifié le fonctionnement de la société. C'est fou que le vice-président de Facebook, celui qui a travaillé pour Facebook pendant des années, s'il ne travaille pas encore, a reconnu cette erreur. A reconnu surtout son erreur parce qu'il a pris part à cela. Est-ce qu'il se sent coupable? Je ne sais pas, mais il a reconnu qu'il y a eu une erreur et un problème dans ça. Et la société d'aujourd'hui a donc été créée par les réseaux sociaux. Encore une fois, Hébreux 10, verset 25 nous dit « N'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Jésus revient bientôt, et Dieu nous encourage à notre équilibre mental. Nous devons avoir un équilibre mental pour que notre lobe frontal puisse prendre la bonne décision. Le sceau de Dieu, c'est une décision qui n'est pas prise comme la marque. Le sceau de Dieu, c'est une décision qui est prise en toute bonne conscience, comme le baptême. Pierre dit, le baptême est un symbole que vous avez pris en toute bonne conscience devant Dieu. Le sceau, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas être avec Dieu par force, seulement par désir, par volonté. Et la technologie, les réseaux sociaux, peu importe, il y a plein de types, là, mis à part les réseaux sociaux, sont des moyens de bypasser votre lobe frontal et de vous incruster des idées, des sentiments, des émotions et de débalancer votre système mental. En cette fin d'année qui arrive, je pense que ça serait une bonne résolution de débuter bien l'année. Ça tombe bien, on parle de ça, je n'avais pas prévu ça, pour vous dire. Mais ça tombe bien qu'en cette fin d'année, on peut prendre une bonne décision, à savoir équilibrer notre cerveau face à la dopamine. La dopamine, on le sait, c'est quelque chose qui se trouve dans toute la société. On le retrouve naturellement, OK, par des plaisirs simples de la vie. Juste le fait de jouer au ballon, c'est une dopamine. OK? On sait. Et par d'autres moyens. Mais on sait aussi que la drogue, le sexe,
les réseaux sociaux, l'addiction à la technologie, tout ça, c'est des dopamines qui ne sont pas naturelles. C'est des niveaux qui sont plus élevés que le plus haut niveau naturel. Pour savoir, juste le fait de recevoir une notification puis d'ouvrir notre écran comme ça, c'est plus de 200% de dopamine. Pensez-y, combien de fois vous ouvrez votre téléphone par jour? Des niveaux de 200, vous n'avez de haut et bas. Puis votre cerveau ne suscite pas la sérotonine, ne suscite pas le maca. Toutes les choses que Dieu a mis dans notre corps, ça ne les suscite pas. Vous restez toujours avec un high de dopamine, un haut niveau de dopamine. Vous ne laissez pas au corps même le temps de pouvoir se reposer. Le GABA. Naturellement, notre corps a du GABA. Le GABA, c'est le fait de dire « OK, tu as eu ta hausse de dopamine, maintenant, calme-toi, repose-toi. » Puis là, ton corps, il relaxe. Mais à chaque fois que tu ouvres ton téléphone, tu fais dopamine, il s'en va pour baisser, sortir la sérotonine. Ah, tu rouvres ton téléphone. Tu rouvres ton téléphone. Donc, tu n'as même pas le temps de sécréter ce que naturellement Dieu a mis dans notre corps. OK? Et aujourd'hui, je vous ai concocté quelque chose que je travaille dessus depuis quelques semaines. C'est la première version, OK? Inquiétez-vous pas. Pour ceux qui veulent débuter l'année, c'est un petit document qui s'appelle un jeûne dopaminergique numérique. Okay? Donc, pour ceux qui veulent faire un jeûne de dopamine, il est axé sur la technologie. Okay? Bien sûr, il y a plein de jeûnes qui existent sur les drogues, sur tout ça, ça s'appelle des thérapies, OK? Mais c'est un jeûne qui est axé sur la technologie, OK? Pour pouvoir rétablir et balancer notre système nerveux, OK? Si vous voulez, j'ai fait 3 copies du document. Si vous en voulez plus, j'en aurai d'autres. J'en ai fait 3 parce que je n'étais pas sûr qui en voudrait, qui n'en voudrait pas. Donc, j'ai dit, je ne vais pas trop imprimer. Puis, je me suis dit au départ, je ne vais pas l'imprimer. Le papier, c'est pas bon. Après ça, je me suis dit, non, je vous encourage à éviter la technologie. Je ne vais pas vous mettre un code QR pour que vous le scanniez. Je vais vous l'imprimer. Vous allez le remplir au papier. Puis, être face à face avec la réalité, c'est que le papier, c'est bon. Donc, si vous voulez une copie, c'est pas gros, là. C'est un document qui vous explique est-ce que vous avez un problème? Quel est votre problème? Puis c'est un suivi. Je ne suis pas obligé de le faire avec vous. Vous pouvez le faire tout seul. Tout le document vous explique comment le faire. Si vous voulez le faire en groupe, je vous encourage à plusieurs. Si vous voulez que je sois là avec vous, en termes de spirituel, je parle leader spirituel pour prier, etc. Je n'ai pas de souci, OK? C'est mon travail en tant qu'ancien de diriger les gens. Mais si vous voulez un document, j'en ai des copies. Si vous dites, je vais le laisser à d'autres, je vais attendre la semaine prochaine, vous me le dites, je vais vous apporter une copie la semaine prochaine pour vous personnellement. OK? Puis si vous voulez l'avoir en anglais, je vais le traduire en anglais pour vous ou quelqu'un pourrait le traduire. I can translate it in English if you want. Donc, ça met fin à notre sujet du jour. Avant de terminer, est-ce qu'il y avait des questions? Moi, je sais que ça fait 4 parties. Est-ce que vous avez des petits... Oui. Oui. C'est une bonne chose parce que dans le document, il explique une des choses, c'est de remplacer vos moments de dopamine par des moments de dopamine naturelle. OK? Ce que je veux dire, c'est que le cellulaire engendre généralement 400% de dopamine. Ce que, par exemple, juste jouer au soccer, au football, pour les Français, pour jouer au soccer, engendre 50 à 60% de dopamine. OK? Ce qui veut dire que votre corps, naturellement, va retourner à un état de GABA. Ça veut dire de calme et de paix. OK? Parce que, justement, vous arrêtez de jouer au soccer parce que vous êtes fatigué. Donc, votre corps, naturellement, va arriver à l'état de calme et de paix. Donc, la première chose qu'il faut faire, pour les jeunes surtout, c'est de remplacer les moments où ce que vous savez que vous, par exemple, vous finissez l'école, vous allez sur les réseaux sociaux surtout dans l'autobus, on a tendance à faire ça, on a 1 heure de trajet, on va sur notre téléphone sur les réseaux sociaux pendant 1 heure. Vous pouvez remplacer ça par un livre spirituel, un livre que vous aimeriez.
J'aimerais ça comprendre les finances et Dieu. Achetez-vous un livre en lien avec les finances et la spiritualité. Vous voudriez comprendre le mariage, achetez-vous un livre sur les relations maritales. Remplacez, vous n'êtes pas nécessairement obligé de lire un livre, mais de lire des livres spirituels. Même d'écouter de la musique sans que vous soyez sur votre téléphone, d'écouter de la musique. C'est-à-dire, vous les mettez puis vous ne touchez plus à votre téléphone. Ça peut être un moyen aussi de réfléchir et de voir les grandeurs de Dieu, de louer Dieu en fait. Le chant, c'est une louange à Dieu. Ou même dans l'autobus, vous pouvez juste parler aussi. Parler avec les gens, c'est pas mal. Vous pouvez évangéliser en même temps puis donner des pamphlets. C'est des moyens qui sont naturels de pouvoir remplacer la dopamine par quelque chose de la vie, en fait, auquel on a perdu avec le temps, en fait. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est des moyens qui sont simples et faciles à pouvoir changer, malgré que ça peut être difficile à mettre en place dans les premières semaines, parce que des fois, on va penser tout de suite, il faut mon téléphone, puis on a naturellement l'envie de le prendre. Là. Oui. Oui. Oui, bonne idée. On va créer un budget, gérer un budget. Oui. Et puis, aller dans les teams pour construire des muscles. C'est vrai. Ouais, c'est des bonnes idées. Oui. Le quoi? De la dopamine? C'est qu'il y avait un problème. Mm-hmm. Et maintenant, on a résoudre ce problème qu'on avait. Et nous s'attacher avec la famille et tout et tout. Maintenant, on a pu créer ça juste. Je ne sais pas, ou peut-être une solution à terme qui devient à long terme. Maintenant, c'est. Et si on doit laisser ça comme solution maintenant qui devient le problème, à quoi devons-nous nous attendre comme solution ou peut-être le résultat? OK. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut aller dans une limite logique où il ne faut pas éliminer totalement les réseaux sociaux. C'est pour vous, parce qu'il y en a, je sais, qui travaillent avec ça. C'est des moyens de travail. Il y en a que c'est des moyens de communication. Par exemple, WhatsApp, c'est un réseau social. Moi, je l'utilise pour parler avec des gens en Afrique avec qui je travaille. Je ne peux pas le retirer. Mais il faut être. Quand on fait le jeûne, on doit mettre tout en pause pour après ça retrouver un équilibre où on va être capable de contrôler nos envies face à WhatsApp, face à Instagram, face à Facebook, si on est capable. Parce qu'il y en a qui ont tendance à avoir des comportements, comment on dit, des comportements, non, pas contrôle, des comportements, il dit accro, addictifs. Il y en a qui vont toujours faire, il y en a qui vont toujours faire extrême. OK? Il y en a qui sont de même. Ils vont quitter la drogue, puis ils vont juste travailler. C'est des comportements excessifs. Il y a du monde qui sont naturellement comme ça. C'est à vous de vous connaître. Mais si vous savez que vous êtes capable de contrôler, vous devez juste faire un jeûne pour revenir à un équilibre, puis par la suite retourner sur Facebook pour pouvoir l'utiliser peut-être 30 minutes par jour pour communiquer ou partager des informations. Eh bien, c'est parce que vous êtes capable de vous contrôler. Vous avez retrouvé la balance de votre esprit, de votre corps. Donc, ça c'est une alternative. Okay? Moi, c'est ce que j'ai fait. Je savais que sur mon téléphone, je pouvais rester longtemps. Je les ai tout enlevé de mon téléphone, puis maintenant, je les utilise juste sur mon ordi, 5 minutes par jour, même pas. Donc, j'ai été capable de me connaître, de savoir quel était mon problème et d'essayer une solution, puis j'ai vu qu'elle fonctionnait. Donc, on a pu balancer notre système. Puis maintenant, eh bien, moi, ça va bien. Pour une autre personne, peut-être qui va dire, moi, je ne suis pas capable, je suis zéro capable, eh bien, c'est mieux de les enlever complètement pour cette personne, de les remplacer par d'autres choses. Mais il faut savoir on pourrait dire, ce programme-là s'adapte à chacun de nous puisque nous sommes tous différents et nous réagissons différents face à ces technologies-là. Parce qu'on est tous différents, on a grandi différemment, on est addictif à certaines choses différemment, on a un caractère différent, donc on doit réagir différent face à ces choses. Parce que oui, effectivement, c'est utile d'avoir WhatsApp pour certains, c'est utile d'avoir Skype ou d'utiliser des réseaux de conversation en ligne parce que nos familles sont très loin. Puis c'est correct de les utiliser, c'est pas mal en soi.
il ne faut pas voir la technologie comme méchant puis malheur. Non. Il faut avoir un équilibre, une balance. C'est en fait ce que les grandes compagnies ne nous disent pas, ce que les docteurs ne nous disent pas, ce que les scientifiques ne nous disent pas, mais ils nous ont prouvé qu'il faut avoir une balance, une gestion dans la famille, dans le côté professionnel, le côté de la société. Je ne sais pas si ça a pu aider un peu à la question. Le problème que je vois, c'est que maintenant, on est bien essentiellement distant et distanciellement présent. Oui, c'est ça. Exact, c'est ça. Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est brièvement résumé, mais c'est vraiment ça. C'est pas mal ça ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que on est présent en ligne, mais en personne, on n'est plus présent. On se déconnecte plus dans ligne, mais on se déconnecte de la réalité. C'est fou, mais c'est ça. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. On va terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de partager ce sujet ensemble. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents, qui ont pu entendre ces choses et que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, pour que tout ce qui a été dit puisse vraiment nous toucher, Seigneur, nous sensibiliser et que nous puissions prendre de bonnes décisions, de bons choix, Seigneur, et que tu puisses nous permettre de contrôler notre vie et non pas que la technologie contrôle notre vie, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.